Henri de Régnier, comte vénitien, au café Quadri. Vous avez bien fait de venir à Venise au printemps, si vous ne la connaissiez qu'à l'automne, me dit-il. Elle est aussi belle, mais différente, moins somptueuse et moins grave, mais d'une grâce plus fraîche et plus tendre. La langueur de l'air y prend alors une sorte de vivacité. En avril, ce n'est pas la beauté soutenue de septembre, c'est quelque chose d'incertain et de chanceux. Du reste, Venise est toujours Venise. Il parlait d'une voix basse et sourde. Nous étions assis à une de ces petites tables que le café Quadri installe en plein air et qui encombre, au dehors des galeries, un coin des larges dalles de la place Saint-Marc. Je regardais, à travers la fumée de mon cigare, l'angle du palais ducal, car nous étions tournés vers la Piazzetta. Des gens allaient et venaient. À nos pieds, des pigeons piquaient sur la pierre des grains de blé. Un marchand offrait de table en table des fruits glacés enfilés à une mince baguette de bois. Un autre proposait des cartes postales. J'en choisis une. Elle représentait le campanile. Mes yeux allèrent vers l'enclos de planches qui entourait l'endroit où s'élevait auparavant la noble tour. Il reprit. Dire qu'il y a des gens pour prétendre que c'est mieux ainsi. Tenez mon cher, il paraît même que nous sommes au meilleur point de vue pour juger de l'amélioration. J'ai entendu cela à la table d'à côté. Des Vénitiens. Oui, hier, car je viens tous les jours. J'y passe la journée. C'est même étonnant que nous ne soyons pas encore retrouvés là. Depuis plus d'une semaine, dites-vous que vous êtes à Venise. Je le considérais pendant qu'il parlait, toujours de la même voix, sourde et basse. J'aurais pu passer 20 fois devant lui sans le reconnaître. Pourtant, sans être lié avec lui, je l'avais souvent rencontré. Nous fréquentions le même monde, nous avions des amis communs et nous étions en relation de politesse. Était-ce bien le même homme que je revoyais aujourd'hui? Il n'avait jamais été beau, mais un air de force et d'intelligence le rendait plaisant. Je me rappelais sa parole nette, haute, assurée, et sa voix était maintenant assourdie et comme accablée. Il paraissait épaissi, courbé, ses cheveux grisonnaient, son visage était vieilli. Sa tenue même, habituellement élégante, montrait une négligence singulière. En reposant sur la table la carte postale que je lui avais tendue, je remarquai ses ongles noirs. S'aperçut-il de mon regard, mais il retira vivement sa main et se remit à rire nerveusement. Mais il est vrai que j'ai dû changer depuis que nous nous sommes vus, et peut-être plus que je ne pense. Que voulez-vous, mon cher, je ne consulte guère mon miroir. Qu'importe à quelqu'un qui sera peut-être demain au fond de la lagune, ou couché sur son lit d'hôtel avec une balle dans la tête. Ah, mais c'est vrai, vous ne savez pas. Du reste, comment sauriez-vous? Bah, je peux bien vous le dire. Il me semble qu'ici, mieux qu'ailleurs, on peut écouter un importun. Pour vous distraire, vous regarderez le ciel, les arbres, les marbres. Ah, moi aussi, j'ai bien aimé Venise et ses canaux, et ses rues, et cette place sublime, et délicieuse, et San Marco, avec ses chevaux d'or, et ce grand campanile rouge. Ses yeux semblèrent chercher sur le ciel la tour absente, et il les ferma un instant comme pour le retrouver debout au fond de son souvenir. Oui, mon cher, j'ai été comme vous. J'ai adoré cette ville charmante, mélancolique, si riche et si humble, et qui semble bâtie en couleur dans de la lumière. Pendant plusieurs années de suite, je suis venu y passer ce mois de septembre, beau entre tous. J'avais des amis, mais vous les avez connus, les Berlemont. Sa femme est morte d'un accident de chasse. Elle était charmante. Il possédait alors le petit palais Alfizzi sur le Campo San Stefano. Vous voyez cela avec des rosins de marbre rose et vert. Et ce sont eux qui m'ont appris Venise. Ah, les septembre du palais Alfizzi.
Le souvenir m'en revenait souvent. Il y a 3 ans, j'étais à Paris l'hiver. Je m'ennuyais. J'avais eu des chagrins. Un soir, je me dis, oh, je vais aller là-bas. J'ai jamais vu le printemps sur la lagune. Je vais l'y attendre. On était au mois de mars. Je partis et je descendis à l'hôtel. Les premiers jours furent durs. Une de mes promenades favorites était le Campo San Stefano. Bon, j'y passais souvent et je m'y arrêtais à son puits de marbre devant la façade du palais Alfizzi. Berlemont, après la mort de sa femme, me l'avait vendu à un certain comte Perletti qui cette année-là le louait à une dame américaine. J'appris cela par le peintre Balance que j'avais rencontré à l'académie en train de copier un Guardi. Un jour que, sur le Campo San Stefano, je regardais la fenêtre qui avait été celle de ma chambre, la porte du palais Alfizzi s'ouvrit et un domestique vint à moi. Il me salua et me remit une lettre. Le locataire du palais m'écrivait qu'elle savait par un ami que j'avais habité là autrefois et que si je désirais revoir l'intérieur de la maison, j'étais libre d'y pénétrer. La lettre était signée Bessy et d'un nom de famille que je vous tais. Je suivis le domestique qui m'avait apporté le billet. Dès l'entrée, je reconnus que rien n'avait été changé au palais Alfizzi. Les 2 grandes lanternes de galère en fer forgé se dressaient toujours au bas de l'escalier. Le domestique me précédait de pièce en pièce. Elles étaient vides. Ma visite terminée, je laissai sur ma carte un mot de remerciement. Le lendemain matin, à l'académie, Marlance, tout en copiant son Guardi, me raconta ce qu'il savait de l'étrangère. Elle vivait seule, voyait peu de monde. Son mari possédait de vastes plantations de coton en Louisiane. Elle séjournait en Europe depuis plusieurs années et s'y disait fixée définitivement. Elle était jeune et très belle. Il m'offrit de me mener chez elle. J'acceptai. Et 8 jours après, je ne quittais plus le palais Alfizzi. J'y dînais régulièrement, j'y passais mes soirées. Je sortais avec elle à pied ou en gondole. Je l'accompagnais partout, j'en étais amoureux fou. Il reprit après un silence. Ce fut une vie étrange et passionnée. Le printemps s'était montré tout à coup, un printemps intermittent et perfide, avec des soleils, des averses, des nuées, des douceurs soudaines. Partout cette saison est dangereuse, mais ici elle dilate le cœur. Être amoureux à Venise en avril. Nous parcourions la ville avec une sorte de frénésie délicieuse. Bessie semblait se plaire à ces promenades. Où ne sommes-nous pas allés ensemble durant ces journées, tantôt presque chaudes, tantôt brusquement refroidies? Nos pas ont parcouru toutes les calis, notre gondole a sillonné tous les canaux. Quelquefois il pleuvait, or nous laissions finir l'ondée, à l'abri d'un des ponts de marbre, ou bien, sous le Feinz, nous voyions la pluie ruisseler aux vitres, en larmes longues et douces. J'ai passé des heures avec elle dans cette petite maison mouvante et noire. J'aimais Bessie, je le lui avais dit. La première fois où je lui parlai de mon amour, elle ne me parut ni offensée ni surprise, et m'écouta attentivement. C'était dans l'étroit jardin du Palais Capello, auprès d'une de ces statues ébréchées. Les cloches d'une église voisine sonnaient dans le ciel clair. Elle continuait à marcher sur le sable de l'allée. Dans mon trouble, j'oubliais de donner le pourboire à la vieille femme qui nous avait introduits. Et ce fut Bessie qui sortit de son porte-monnaie la pièce d'usage. En remontant en gondole, elle me regarda dans les yeux. Puis elle me fit remarquer à une fenêtre un débris de sculpture. Ah, cet aveu du jardin Capello, l'ai-je assez renouvelé? Elle l'accueillait toujours de même, avec sérieux, mais en détournant la conversation.
Les jours s'écoulaient. J'étais dans un état d'énervement extrême. Enfin, un soir, chez elle, je fus pressant. Elle m'écoutait, assise dans un de ces grands fauteuils en bois doré, d'une rocaille outrée qui partout ailleurs serait un peu ridicule, mais ici qui font bien. Je parlais depuis longtemps, et quand je me tus, elle me répondit avec une parfaite tranquillité que je lui déplaisais pas du tout, qu'au contraire je lui plaisais beaucoup, mais qu'elle ne serait jamais à moi, que prendre un amant lui semblait fort naturel, qu'elle en avait eu plusieurs, et que du reste elle était libre, mais que moi, non, elle ne voulait pas. Elle regrettait, mais n'y pouvait rien, et elle me donna rendez-vous pour aller le lendemain ensemble à Torcello. Croyez-vous que j'ai fui? Non, n'est-ce pas? Le lendemain, j'étais là à l'heure dite. Ce fut une journée affreuse, et je souffris cruellement. Nous regardâmes longtemps les damnés de la vieille mosaïque, qui, dans l'or fondu, tordent leurs membres grêles et difformes. Ah, cette église humide et saline, au milieu de cette île molle, avec son canal étroit, traversé d'un pont ruiné, et sa lagune fiévreuse. J'aurais voulu respirer la mort. Eh bien, mon supplice dura des jours et des jours. La présence continuelle de cette femme le rendait plus douloureux encore. Elle me parlait souvent de mon amour comme d'une chose qui lui fut non pas indifférente, mais qui ne la concernait pas, à quoi elle ne pouvait rien. J'avais cessé de la supplier. Mon tourment me rongeait sans qu'elle eût l'air de s'en apercevoir. En finir, oui, mais auparavant je tenterai un dernier effort. Vous allez me dire que j'en choisis singulièrement l'endroit, mais je n'étais plus maître de mon cœur. Ce fut en nous promenant sur cette place. Une fois encore, je lui peignis ma torture. Nous étions juste au pied du campanile. Soudain, je la vis se diriger vers la porte par où l'on entrait dans la tour, en me disant « Montons là-haut, mon cher, le grand air vous fera du bien. » Je compris que mon agitation pouvait être remarquée des passants, et je la suivis, la tête basse. Vous êtes sans doute monté au campanile de San Marco lorsqu'il était debout. Le portier recevait la monnaie. C'est, dit-on, ce bonhomme qui a été la cause de l'accident. Sa cheminée fumait. Pour remplacer un tuyau, on enleva des briques, et ce fut ainsi que l'ange d'or tomba les ailes ouvertes. Nous commencions à gravir la pente en spirale qui mène à la plateforme. Bessie marchait devant. Je ne la suppliais plus, je pleurais. Bon, j'étais résolu à enjamber la balustrade et à aller m'écraser en bas, sur la dalle. Je souffrais trop. Peu à peu, elle m'avait devancé. Je l'appelais. Je l'entendis rire. Elle était déjà en haut. Quand j'y parvins à mon tour, l'air me souffla au visage. La plateforme était vide. Je ne voyais plus Bessie. La grosse cloche, suspendue aux poutres, pendait immobile comme un énorme fruit de bronze. Tout à coup, je sentis deux mains sur mes yeux humides. Je tournai brusquement la tête. Ma bouche rencontra une bouche qui se posait sur la mienne. Son visage morne s'illumina d'une expression d'extase. Mes yeux suivirent les siens dans la direction du campanile détruit, dont il revoyait, j'en suis sûr, en ce moment, la haute forme rouge. Puis il les abaissa vers la dalle où un pigeon familier, repu de grains, roucoulait avec douceur en gonflant son cou ardoisé. Je vous dirai peu de choses, reprit-il, des jours qui suivirent, ni du temps que nous passâmes à Venise. Sommes-nous restés enfermés au palais Alfizzi, ou avons-nous continué nos promenades? Je ne le sais. Moi, si sensible jusqu'alors à l'aspect des choses, si habitué à les mêler à mes sentiments, j'en étais devenu tout à coup indifférent. Je ne suis plus rien de Venise à partir de ce jour
où du haut du campanile, la main de Bessy dans la mienne, j'avais aperçu pour la dernière fois la ville merveilleuse et disparue. Dès lors, je ne vis que le seul visage de ma maîtresse. Je ne cessais pas de le contempler. Chacune de ses expressions se fixait dans ma mémoire, et aujourd'hui encore, quand je pense à elle, ce n'est point seulement elle que je vois, mais tous ces visages successifs, différents et nombreux, en une sorte d'enchaînement cinématographique. J'ai dans les yeux des centaines, des milliers de Bessy, et qui pourtant n'en font qu'une, celle que j'aimais dans une ineffable lumière de joie et d'amour, car j'étais heureux du bonheur le plus complet, le plus absolu, et si j'ose dire le plus singulier. On dit volontiers, n'est-ce pas, que le bonheur rend peu heureux. Eh bien moi, je ne pensais pas un instant que le mien pût être éphémère et caduc. Je ne pouvais pas penser qu'il ne fût pas certain et indéfini. J'étais convaincu de sa durée. Le passé et l'avenir avaient disparu de mon esprit pour donner toute la place au présent. L'idée ne me venait pas d'interroger ma maîtresse sur ses projets. Son passé me semblait également, je ne sais quoi, de superflu et d'inutile. Il ne m'en était resté seulement qu'elle était libre de sa personne. Sa séparation avec son lointain mari d'Amérique, sans que la rupture fût légale, n'en était pas moins définitive. Elle n'appartenait à rien d'autre qu'à celui à qui elle s'était donnée. Ce soin de sa liberté ne manquait en de certains détails de sa vie. Elle habitait le palais Alfizzi tel qu'elle l'avait loué. Elle n'y avait pas assemblé ces petits objets personnels qu'une femme aime à répandre autour d'elle pour montrer qu'un lieu dépend de sa fantaisie et de son goût. Elle avait peu de robes. Je m'aperçus de ce dernier trait quand une dépêche me rappela brusquement à Paris. Cette nouvelle ne me troubla guère. Je n'eus pas une minute la crainte que Bessy ne m'accompagnât. Je ne me trompais point. Elle me déclara qu'elle serait prête à partir le lendemain. À la gare, je la vis arriver à l'heure juste avec deux grandes malles, solides, fortes, commodes. C'était tout. Aucun autre bagage ne la suivait. Elle avait là-dedans de quoi être elle-même, élégante, raffinée. Elle portait ce jour-là un chapeau délicieux. À Paris, je dus m'occuper de l'affaire qui m'y ramenait. Bessy alla loger dans un hôtel de l'avenue d'Iéna, et notre vie de Venise recommença. Je ne sais pas si le bonheur se lit sur les visages, mais le mien me parut point plaire aux quelques personnes que le hasard ou la nécessité me fit rencontrer. Sentirent-ils à quelle distance je me trouvais d'eux? Mais ils s'écartèrent de moi comme si j'eusse cessé d'être l'un des leurs. L'homme heureux est-il une sorte de monstre? Nous restâmes tard à Paris, et après un court voyage à Fontainebleau, nous y revînmes au milieu de l'automne. L'hiver passa ainsi, et je continuai à vivre la même vie monotone et prodigieuse. Le printemps reparut, l'été arriva. Mon bonheur avait pris quelque chose d'éternel. Je ne songeais jamais à la mort, à la vie non plus, car ce qu'on appelle ainsi me semblait un état différent de celui où je vivais, et sans rapport avec lui. Aussi, je ne m'intéressais plus à rien. Je ne lisais pas, je n'ouvrais plus les journaux, ou si j'ai jeté un coup d'œil, ce qu'il rapportait me paraissait se passer dans une autre planète. Ce fut donc un hasard singulier qu'un jour, je devais aller chercher de bonne heure Bessy à l'hôtel pour la conduire au théâtre. M'étant habillé avant dîner, je ramassai un numéro du Figaro qui tenait sur un fauteuil. Je me souvenais très bien en avoir déchiré la bande le matin, et qu'en déchirant cette bande, je pensais que je ne verrais pas Bessy de la journée à cause d'un rendez-vous à l'autre bout de Paris. Toujours la suite de cette affaire qui m'y avait rappelé de Venise l'été précédent. Durant toute l'après-midi, je n'avais songé qu'au moyen d'en avoir fini assez tôt pour être chez Bessy à l'heure convenue.
J'avais réussi à rentrer assez tôt pour avoir un quart d'heure à perdre avant de me mettre à table, et assis dans le fauteuil, je déployais le journal. Le campanile de Saint-Marc était tombé. Je ne saurais vous dire ce que j'éprouvais à cet instant. Certes, j'aimais ce campanile rouge au-dessus de la ville des eaux, mais cette catastrophe matérielle n'avait pas de quoi me troubler au point que je me dressasse livide, tremblant et la sueur au front, avec une impression d'angoisse si affreuse que je reculai d'un pas en me voyant dans la glace. Je savais qu'un malheur épouvantable venait de m'arriver, et je poussai un cri. « Oh, Bessie !» Dans la rue, je me mis à courir. Quelques personnes se retournèrent. Je sautai dans un fiacre qui passait vide. Comme je traversais le vestibule de l'hôtel, le portier s'avança vers moi. Il avait à la main sa casquette galonnée. Il me parlait. Je n'ai compris ce qu'il m'avait dit que beaucoup plus tard, quand je me réveillais dans mon lit. Dans l'après-midi de ce jour fatal, Mrs. X, Bessie, avait noté soldé sa note, fait charger ses malles sur un fiacre et quitté l'hôtel de l'avenue d'Iéna sans dire où elle allait. Et voici pourquoi vous ne m'auriez pas reconnu si je ne vous avais pas parlé. Pourquoi je viens ici chaque jour. Et pourquoi, mon cher, j'ai les ongles sales. Il les regarda un instant en silence, puis il reprit d'une voix plus sourde et plus basse. Dès que j'ai pu me traîner, je suis venu à Venise. J'ai choisi cette table. Il faut bien que je m'assoie, je ne peux pas me tenir debout longtemps. La tête me tourne aisément. Alors je m'installe sur cette chaise et je regarde. Peu à peu, il me semble voir le campanile sortir de cet enclos de planches. Il se reconstruit dans ma pensée devant mes yeux. Il grandit, il monte, robuste, hautain et pourpré. L'ange d'or ouvre de nouveau ses ailes au sommet. Alors je retrouve la joie éprouvée là, jadis. Je la revis, je m'en enivre. Puis la vieille tour rouge oscille sous mes pieds. L'ange d'or se précipite en bas, les ailes fermées. Tout s'écroule et s'effondre sous moi, et je m'abîme en mon malheur et mon désespoir. Alors je compare, je réfléchis, je délibère. Vivre ou mourir? Et je pèse mon bonheur passé, ma torture présente. Mourir, c'est finir ce tourment qui me ronge, mais c'est aussi perdre le souvenir de ma joie. Vivre, c'est sentir mon cœur se briser chaque fois que je respire, mais c'est aussi le sentir se dilater au souffle qui la remplit. Bon, ne me dites pas ce que vous feriez à ma place. Vous ne savez pas ce qu'est ma souffrance. Vous ne savez pas ce qu'a été mon bonheur. Il se tut. Sa main s'était de nouveau posée sur la table. Je la pris entre mes miennes. Il sourit. Alors, il ne faut pas que vous restiez ici. Venise vous appelle, mon cher. Vous avez le temps d'aller voir se coucher le soleil à San Giorgio Maggiore. Adieu et merci. Je me levai et m'éloignai. Les jours qui suivirent, je fis plusieurs promenades aux environs de Venise, sur la lagune ou en terre ferme. Je visitai à Castelfranco la Villa Masser, construite par Palladio, et à Strahles la Villa Nazionale, construite par les Pisani. J'allai à Burano et à Chioggia. Du bateau qui me rappelait de la ville des filets et de l'île des dentelles, je vis Venise sortir de l'eau. Elle était belle, mais le campanile rouge manquait à sa parure. J'y pensais en traversant la place Saint-Marc pour aller chez Koch prendre mon billet de sleeping. Je partais le lendemain. Il faisait beau. Le café Quadri étalait ses petites tables sur les dalles tièdes. Mon ami n'était pas là. La table où je m'étais assise avec lui était occupée par deux officiers et par un jeune homme qui portait une singulière cravate verte, comme on en vend à la Merceria
ou sur le Rialto. Tous trois fumaient de longs Virginia. J'en allumais un et je rentrais à l'hôtel.